Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Salut Thomas. Alors bienvenue dans ce DLV dans le viseur. On va vous parler des jeux du moment, de deux jeux aujourd'hui. Le premier ce sera Red Rising et le suivant ce sera Tiny Epic Dinosaur. Alors on va commencer par Red Rising. Oui. Mathieu, tu nous le pitches? Avec plaisir, le fameux Red Rising qui était bien attendu en tout cas. Dans Red Rising, ça va être assez simple puisque le matériel est limité à essentiellement des cartes et il va falloir réussir à garder le meilleur deck de cartes dans sa main pour en fin de partie faire le plus de points de victoire possible en associant les bonnes cartes. Donc c'est un petit peu la difficulté du jeu puisque lors de notre tour de jeu, on va devoir se séparer des cartes de notre main qui nous paraissent déjà bien intéressantes pour les poser sur une des 4 colonnes du jeu. Et puis, en la posant, on va donc faire l'action de cette carte-là, puis qui va nous permettre, par exemple, de déplacer notre carte, d'en récupérer une autre, de faire plusieurs choses de ce type. Et ensuite, on va en récupérer une autre dans une autre colonne, et là, on va faire l'action de la colonne. L'action de la colonne, ça va être tout bêtement, sur l'action de Mars, on va récupérer des petits diamants, enfin une ressource particulière de la planète Mars qu'on va collectionner, qui nous donnera des points de victoire en fin de partie. Sur une des autres colonnes, on va avancer notre vaisseau, qui va nous donner aussi des points de victoire Plus on va être très loin. Voilà, qui vont de plus en plus importants selon notre avancement. On va avoir aussi une autre colonne qui va nous permettre de poser un cube, et où là, on va chercher à avoir des majorités. Celui qui sera majoritaire aura plus de points de victoire par cube que les autres. Et enfin, on va avoir une 4e colonne qui va nous donner un jeton leader en quelque sorte, qui va nous permettre d'actionner le pouvoir de la famille que l'on incarne. Il y a beaucoup de familles dans Red Rising. Et tout cela va nous permettre d'échanger des cartes, de récupérer des points à droite et à gauche. En fait, on va faire ça jusqu'à ce que sur les 3 plateaux qui rapportent des points de victoire, un joueur est arrivé au chiffre 7. Et si on a 2 conditions comme ça qui sont remplies, ça met fin à la partie. Là, les joueurs vont regarder les cartes qui leur restent en main, qu'ils ont réussi à garder. Et s'ils arrivent à les associer avec des bons personnages, avec des bonnes familles, ça va multiplier les points. On va rajouter les points qu'on a gagnés sur les différentes pistes. Et évidemment, celui qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi la possibilité, si on ne veut pas se débarrasser de ces cartes, de piocher une carte au hasard dans la pioche et de la poser sur une colonne, juste pour faire l'action de la colonne et conserver ses cartes, ce qui est assez important. Oui, parce que parfois, on n'a pas du tout envie d'échanger une de nos cartes avec celles qui sont là. Ces cartes. Ouais. Tout à fait. Et alors du coup, nous, on a joué ensemble, on a fait une partie épique à 5 joueurs. Tout à fait. Non, on était 4. On était 4, soyons précis. Qu'est-ce que toi, tu as... Quels ont été un petit peu tes ressentis sur cette première partie? Alors, au début, quand on m'a présenté le jeu, je me suis dit, ah bah super, c'est un Fantasy Realm un peu plus costaud. Donc, ok, allons-y, allons voir. Vraiment, alors pour le coup, moi, je l'attendais pas. Red Rising, je connais pas l'univers. Je l'attendais pas. Bon, un Fantasy Realm un peu plus péchu, voyons voir. Et alors, les 4 premiers tours, ça a été un calvaire. Parce que toutes les cartes sont différentes. Et donc, sur chaque carte, il faut regarder combien elle me fait de points toute seule. Combien elle me fait de points quand elle est combinée avec moi. Quel effet elle va faire quand je vais la jouer. Et si je la joue, il va falloir que je regarde toutes les cartes qui sont sur le plateau pour savoir laquelle je vais récupérer. Exactement. Et donc au début, je me suis dit, oh lolo. Et vraiment, les 4 premiers tours, j'étais perdu. C'était vraiment en mode, celle-là a pas l'air de pas trop me plaire. Je vais un peu la jouer. Et puis peut-être celle-là a l'air d'être sympa, je vais la prendre. Mais je suis pas vraiment sûr de ce que je fais. On voit où ça vient. Et puis après, en fait, ça commence à se décanter, on commence à comprendre les familles, de voir qu'en fait, chaque famille a plus ou moins sa mécanique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont permettre d'échanger des ressources contre d'autres, il y en a qui vont permettre de déplacer des cartes. Et là, on se dit, ah ok, ça commence à aller, on commence à voir les combinaisons qui arrivent. Et là, ça commence à devenir agréable. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a vraiment un contraste assez fort, en fait, entre l'accessibilité des règles, puisque c'est vraiment simple, il n'y a que 2 actions possibles, et la complexité des cartes, en fait, parce qu'on est complètement perdu. Il y a une multitude de choses à faire, et donc, du coup, c'est très déstabilisant. C'est vraiment, pour moi, un jeu qui va s'apprécier sur la longueur. Il va falloir se familiariser avec les cartes, mais on ne peut pas le vendre comme un jeu accessible qui se tape sur le bord de la table en 30 minutes, comme j'ai pu l'entendre. En l'occurrence, moi, c'est vraiment quelque chose qui est exigeant. C'est un jeu exigeant, la mécanique simple. Ça tient sur 2 feuillets les règles. Bon, après, il y a une politique aussi de Stonemaier de faire des livrets de règles assez légers. Peut-être quelquefois, il manque aussi quelques précisions sur des cartes, entre cette carte, la carte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est celle d'en dessous? Est-ce que c'est celle sur dessus? On a eu des questionnements sur du wording. Un peu, voilà. La première carte, la dernière carte, c'est celle la plus haute. C'est quoi? C'est celle la plus haute sur la colonne ou celle la plus haute sur le tas? Voilà. Donc il faut du temps pour avoir
les bons mots pour bien comprendre. C'est ça. Cela dit, c'est du temps qui est plus court qu'une partie. Ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai passé 4 tours horribles. Après, quand j'ai commencé à voir, ah ouais, ah ok, tiens, il se passe des trucs, il se passe quelque chose. Une des difficultés vient aussi du fait qu'il y a donc 4 cartes à chaque fois qui sont disponibles. Oui. Mais à notre tour, comme le joueur juste avant nous, il va en recouvrir une et il va en enlever une autre. Exactement. En fait, on a déjà la moitié du plateau qui change quand vient notre tour. Donc attention, je pense qu'il peut y avoir des joueurs assez lents à jouer parce que quand ça arrive leur tour, ce qu'ils avaient prévu de faire marche plus du tout. Pour moi, la configuration idéale, ça me paraît être 2 joueurs. C'est-à-dire où tu peux quand même un petit peu anticiper. Il y a 4 colonnes, tu dis, bon, dans le pire des cas, il prendra celle-là, mais il me restera au moins celle-là. À 3-4 joueurs, en fait, bon, t'attends ton tour. T'attends tout bêtement ton tour et tu commences à réfléchir. Ouais. Donc effectivement, on a eu des joueurs dans la partie, quand c'était leur temps, c'était d'un coup, ah, panique, la configuration de jeu est complètement différente, il faut que je repense absolument mon tour. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un très bon jeu de joueurs et un peu plus long. C'est plus long, moi ça m'a plu quand même, mais ça peut être un peu plus long. Pour bien que les gens se rendent compte, il faut imaginer quand même quand on joue, quand on va choisir la carte qu'on va jouer. Ouais. Il va falloir se dire, ok, celle-là, elle me rapporte tant de points. Oui. En combinaison avec une autre, ça fait tant de points en plus. Si je la joue, j'ai tel bonus et je peux l'échanger contre telle autre carte. Est-ce que cette telle autre carte que je vais prendre, elle va m'intéresser parce qu'elle me fait des points en plus ou parce qu'elle a un effet qui va me servir à être joué. Donc il y a quand même une réflexion qui se passe. Est-ce que cette carte que tu vas poser, tu pourras la récupérer après? Ah ça non. Ça, globalement, au début, tu crois que oui. Au début, tu te dis, je la joue, mais je la reprendrai après. Parce que j'aime bien. Mais non. Parce qu'elle va être recouverte, elle va être prise. Et bah oui. Il se passe tellement de choses. Mais après, il y a quand même, dans la partie, ça s'atténue un peu parce que j'ai eu le sentiment que donc, ta main, l'important, c'est que ta main, à la fin, elle soit forte. Oui. Donc, faut jouer les cartes au bon moment, mais il faut quand même faire une main qui est forte. Donc, à un moment donné, on se dit, ok, cette main, je vais avoir des cartes, elles vont pas bouger parce qu'elles combattent entre elles, elles me font des points, j'y toucherai pas. Et il y a d'autres cartes que je vais plutôt travailler sur je la prends, je la jette et je fais des bonus. C'est exactement ça. D'où la deuxième action qui nous permet uniquement de piocher sur le dessus de la pile et de poser pour avancer sur une piste en gardant ses mains parce qu'elles nous plaisent. Il y a un côté assez opportuniste quand même parce qu'il y a des cartes qui demandent d'associer avec un autre personnage, mais on ne sait pas du tout si ce personnage-là va sortir. Hein, on a peut-être joué, je ne sais pas, avec un tiers des cartes et en l'occurrence, voilà, au dernier moment, il va falloir s'adapter. Ce personnage n'est pas sorti. Bon, bah, tant pis, je vais prendre ça. Ah oui, mais si je prends de la famille Or, du coup, ça me fait 5 points en moins. Ah, bah, c'est peut-être celle-là, en fait, que je vais débarrasser. Donc voilà, il y a toujours à réfléchir. C'est assez plaisant quand même. Hein. Moi, j'aime bien cette réflexion. Oui. Faut pas être fatigué. Non. Clairement. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, je sais pas si, justement, ce côté combinaison, je sais pas si des bons joueurs, parce que moi, je sais que ça m'arrivera pas. J'arriverai jamais à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a des bons joueurs qui sont capables de dire, toi, tu as pris cette carte-là, ça veut dire que tu vas vouloir comboter avec tel autre. Donc si jamais tel autre à l'appareil, il est hors de question que je te la laisse et il va falloir que je te la prenne. Ou alors, que je l'évite. Je me rends pas compte. Le seul ressenti que tu peux avoir, c'est qu'on attend les mêmes choses. Peut-être. Par contre. Parce qu'on sent bien quand il prend une carte, l'autre il râle et dit tiens, il a besoin de rouge pour gagner plus de points de victoire avec son personnage, peut-être. Mais bon, voilà. Après, chacun fera sa sauce. Et après, j'ai aussi eu l'impression que les cartes, quand tu fais les points d'une carte plus les bonus qu'elle t'accorde, on est dans la même ordre d'idée de points. Oui, c'est à peu près une trentaine de points. On est entre 30 et 40, voilà. Exactement. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de cartes vraiment plus fortes que les autres. Donc, il y a quelque chose qu'on a parlé beaucoup de la mécanique, mais on a peu parlé du thème. Puisque le thème, là, on parle quand même de Red Rising. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Red Rising, c'est un ouvrage très, très, très populaire aux États-Unis, qui a eu un petit peu moins de succès en France. Moi, j'ai eu l'occasion de le lire et j'ai absolument adoré. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc, je pense que c'est un jeu outre-Atlantique qui va parler aux joueurs. Je pense que ce choix thématique est important, en tout cas pour le public d'outre-Atlantique. A priori, ici, ça parle à peu de joueurs et en toute franchise, la thématique, on ne la ressent pas dans le jeu. Moi, j'ai eu du plaisir à retrouver des personnages que j'ai retrouvés qui étaient dans le livre. Mais toi qui n'as pas lu le livre, ça aurait été ça au détracteur. Ah ouais, c'est ça. Bah, alors, on voit qu'il y a plein de personnages de partout. Ouais. Alors, je me dis quand même ce bouquin a l'air d'être compliqué parce qu'il y a des personnages, il y en a de partout. Énormément. Mais je me dis que c'est pareil n'importe quel jeu qui vient d'un livre. En fait, quand on voit les personnages comme ça, on est un peu perdu. C'est vrai qu'on comprend vaguement qu'il y a des factions, qu'il y a des familles. Est-ce que les familles sont différentes des factions? Les familles ont toute une influence un petit peu pyramidale comme ceci, mais c'est surtout les couleurs qui vont nous permettre de distinguer les familles. Petite parenthèse, pour moi, il y a vraiment un problème d'édition au niveau des couleurs.
entre distinguer les jaunes et les ors, les cuivres et les bruns. Ah, les cuivres et les bruns, mais oui. Pareil, sur la première partie, c'est juste l'enfer. Ouais, ah non, c'est un brun, c'est pas un cuivre. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, ça a beau être écrit, c'est écrit de la couleur du truc et ça marche pas. Ce que j'ai bien apprécié aussi, moi, c'est la petite salade de points à la fin. Moi, personnellement, parce qu'on se concentre essentiellement sur la combinaison de nos cartes, mais il y a vraiment moyen de marquer des points sur les autres pistes avec ces majorités, même si ça reste classique. Cette petite combinaison à la fin de points de victoire crée un petit suspense, on ne sait pas. Ouais. Moi, pour finir, c'est vrai que forcément, on pense la comparaison avec Fantasy Realm. J'en ai parlé au début, qui est sur la même. Et alors, c'est paradoxal parce que Red Rising est plus complexe, je pense, parce qu'il y a plus de choix, comment on combine nos actions, comment on combine nos points. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on les place les cartes. Donc, c'est plus complexe en termes de règles et de possibilités. Et pourtant, il est peut-être quand même un peu plus léger, justement parce que c'est ce qu'on disait, toutes les cartes ont des plages de valeur assez proches. Là où, quand on va jouer à Fantasy Realm, j'ai l'impression que chaque carte qu'on joue, il faut se dire « Oh punaise, si je joue celle-là, je perds temps, je gagne temps, et si je prends... » Et on fait beaucoup plus de calculs dans sa tête. Alors que là, j'ai moins senti le côté calculatoire, en fait. J'étais plus en mode « Tiens, celle-là va bien avec celle-là, je la prends, et puis celle-là... » Voilà. Et je sentais moins ce côté d'optimisation. J'avais moins cette pression, et je regardais peut-être presque plus où se trouvaient les cartes que les cartes que j'allais récupérer. Exactement. Et du coup, malgré un début, je l'ai dit très dur, la fin était plus agréable. Et alors du coup, est-ce que tu auras envie d'y rejouer à ce jeu? Alors, le soir, quand on a fini la partie, j'étais là, ok, bon, c'était chouette, mais pas tant que ça. Et en fait, ça m'a travaillé toute la nuit le matin. Ok, c'était cool, en fait, j'ai envie d'y rejouer. Tu as vraiment envie de donner une deuxième chance. Ouais. Moi, clairement, j'ai envie d'y rejouer. Moi, les personnages, l'esprit, tout ça, ça me parle. J'ai bien aimé la mécanique. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui va s'apprécier sur la longueur, c'est clair et net. Il faut apprendre à connaître les cartes, il faut apprendre à connaître les familles. Et là, on peut vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'y jouer. N'y jouez pas fatigué, prenez votre temps. Et je pense que les gens vont pouvoir prendre du plaisir. Donc voilà. Sûrement encore un bon pari de Stan Meyer. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera si ça vous plaît. Et bon, on passe au second jeu. Avec grand plaisir. Effectivement, et peut-être que tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail sur les mécaniques un petit peu, nous le pitcher. Alors, Tiny Epic Dinosaur, donc c'est donc cette gamme des Tiny Epic, donc où on a des toutes petites boîtes avec plein de matériel dedans, des meeples un peu particuliers. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être avec des dinosaures. On va avoir un ranch de dinosaures, donc il va falloir élever des dinosaures, attraper des dinosaures sauvages, les mettre dans notre ranch, arranger notre ranch comme il faut pour que les dinosaures soient dans leurs bons enclos, qui ne se mangent pas les uns les autres, on ne mélange pas les espèces. Et après, ces dinosaures, il faudra les vendre pour remplir des contrats et gagner des points de victoire. Et c'est celui qui aura le plus de points à la fin qui a gagné. Donc le jeu, c'est assez classique, on s'y attend. En fait, quand on construit un parc de dinosaures, on va avoir une pause ouvrier. C'est-à-dire qu'on aura des tours, il y aura plusieurs phases dans chaque tour. Première phase, c'est on va aller placer nos ouvriers sur différentes cases, on va faire les actions. Alors les actions, globalement, on va pouvoir récupérer des nouveaux dinosaures, on va pouvoir récupérer des ressources. Alors il y a 3 ressources. Il y a des végétaux, de la viande et puis des caissons de livraison. Un petit peu. Donc les deux premières, c'est pour nourrir les dinosaures. Les autres, c'est pour payer les actions un peu spéciales. On va pouvoir acheter des cartes recherche qui vont nous donner des bonus. On va y revenir un peu après. Et remplir des contrats donc pour vendre les dinosaures qu'il y a dans notre ranch. Alors la particularité de la pause ouvrier, c'est que quand on s'est mis quelque part, on bloque pas complètement. C'est-à-dire que le joueur suivant peut, s'il veut, mettre un ouvrier de plus sur notre place pour faire l'action quand même, sachant qu'on a un ouvrier qui est un chef qui compte pour 2. Donc on peut le mettre et ça nous permet de refaire l'action. Donc on n'est pas très bloqué, sachant qu'à peu près toutes les actions, elles ont toujours une variante gratuite et la même où il faut payer une des caisses de livraison. Donc on est proche d'un système à la Agricola de ce point de vue-là, mais plus ouvert parce que on va moins bloquer les autres. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a récupéré nos dinosaures, nos barrières, il faudra mettre nos barrières dans notre ranch, mettre les dinosaures dedans. Ensuite, il faudra les nourrir. Et ensuite, si jamais ils sont nourris et même s'il n'y a pas de place, s'ils sont dans les mêmes enclos, ils vont se reproduire, il faudra mettre dans l'enclos. Alors ça, c'est 3 phases qui sont importantes parce que c'est 3 phases où, si on n'a pas fait gaffe où on mettait nos dinosaures et si on avait de quoi les nourrir, ils s'échappent. Je pense que tous les dinosaures. Les herbivores vont casser nos barrières, ce qui peut être embêtant pour la suite. Et les carnivores, ils vont en plus manger un autre herbivore, donc c'est un peu agaçant. Donc une fois qu'on a fait ça, on recommence un nouveau tour. Donc comme je l'ai dit, il y a un petit truc important, un petit twist, c'est donc ces cartes recherche qui vont nous donner à la fois des bonus permanents et des dinosaures spéciaux qui seront uniques et chacun vient avec son petit bonus
qui va nous permettre d'avoir des avantages, de tricher avec les règles et ainsi de suite. Et moi, je trouve que c'est Voilà. vraiment le côté le plus intéressant Ouais. du jeu, ces cartes de recherche, parce que, somme toute, comme tu l'as dit, les actions elles sont assez classiques, moi je trouve. C'est agréable à jouer, première chose. Mais on a déjà vu, on pose son ouvrier. Alors là, c'est pas des ressources, c'est des dinosaures. Et ensuite, on va pas les livrer, mais on va les revendre. Voilà. Donc là-dessus, c'est assez classique. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ces cartes recherche qui vont donner des dinosaures particuliers, qui ont des pouvoirs particuliers, et notamment des pouvoirs de pose. Parce que tu as parlé qu'il fallait poser ces dinosaures dans notre ranch. C'est ça. C'est un ranch qu'on a. Et là, on en a discuté un petit peu tous les deux. Pour moi, c'est un peu là que le bas blesse, parce que ça devient assez compliqué, en fait. Ouais, alors moi, j'ai pas vraiment joué. J'ai fait juste pour préparer le ludo-chrono. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, le ludo-chrono. Pour préparer le ludo-chrono, j'avais fait le mode solo et j'ai fait un tour et demi. Et ouais, ce placement des dinosaures, parce que il faut avoir les enclos pour les dinosaures qu'on a récupérés. Et en plus, s'ils se reproduisent, il faut avoir l'enclos pour le petit dinosaure. Et il faut les nourrir. Et en fait, c'est assez exigeant. Voilà. Moi qui ai joué, je te le confirme, c'est très exigeant, parce qu'en plus, le petit souci qu'on a eu, c'est qu'il y a souvent des retours aux règles. Parce qu'il y a des conditions, les dinosaures dits communs et les dinosaures uniques n'ont pas les mêmes règles de placement. Il faut prévoir qu'il faut qu'ils soient dans un enclos pour les dinosaures communs, mais pas pour les dinosaures uniques qui, eux, peuvent se balader, ils ne s'échappent pas. Les enclos, il faut les prévoir assez grands, parce que si on a plusieurs dinosaures communs, on fait un petit bébé, mais il faut quand même laisser de la place. Les dinosaures communs ne peuvent pas, d'une espèce à l'autre, partager le même enclos. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, et il y a toujours un moment où on se dit « Ah, je sais pas », et il y a toujours un moment où on fait une erreur, on fait « Ah, j'avais pas vu, il peut passer par là ». Donc il s'échappe. Voilà, il faut aussi prévoir la nourriture pour les nourrir, et si on ne les nourrit pas, ils sont vénères, ils meurent pas, mais ils s'échappent. Le carnivore, du coup, il va aller manger un herbivore, histoire de se défouler un peu, et l'herbivore, lui, il est vénère, bam, il va donner un grand coup de patte dans la barrière, et on perd une barrière. Donc il y a énormément d'éléments à prendre en compte, et sous ces petits airs de petits jeux assez faciles, je prends, je stocke et je revends, là il y a vraiment une phase qu'il ne faut pas rater, parce que ça peut nous faire perdre quand même pas mal de points de victoire, ou pas mal de dinosaures en l'occurrence. Ouais. Et alors, la particularité de cette gamme des Tiny Epic, c'est justement c'est une gamme compacte. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce matériel-là? Eh ben, quasi, moi je trouve que c'est le charme, c'est vraiment le charme du jeu, c'est l'édition. Alors après, voilà, moi, de manière personnelle, je trouve que quand on a une petite boîte, on s'attend à un petit jeu, et on est agréablement surpris s'il y a un peu plus de profondeur. Je me suis posé la question, est-ce que si la boîte avait été plus grande, une édition un peu plus prétentieuse, entre guillemets, est-ce que j'aurais été plus exigeant? Eh ben, je crois qu'inconsciemment, oui. Donc en fait, je suis sorti avec ce « Ah, quand même, pour cette petite boîte-là, c'est quand même assez profond ». Donc voilà, c'est un peu paradoxal, parce qu'il y a ce côté un peu rapport qualité-prix, rapport qualité-taille, qui ressort dans mon jugement. Et voilà, moi j'avais presque envie de dire, franchement, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou si vous vivez dans un van ou dans une caravane, c'est vraiment l'idéal. Vous avez la profondeur par rapport à votre investissement ou à votre espace de vie. Alors qu'à l'inverse, moi c'est plutôt ce qui me freine malheureusement sur cette gamme, c'est que je trouve justement que c'est des petites boîtes, effectivement, condensées, il y a plein de trucs, on se dit ok, c'est cool. Finalement, j'ai un peu le sentiment à chaque fois d'avoir quelque chose de très classique qui va pas beaucoup me surprendre. Et en fait, surtout, ce petit matériel, j'ai trouvé pas pratique. Rien que la mise en place pour jouer mon mode solo, en fait, rien que ça, il y en a de partout, et il faut surtout pas que ça tombe, et machin. Faut pas que ça glisse, faut pas que ça tombe. Faut pas que ça glisse, et et ça reste mignon quand même, parce qu'il y a vraiment un travail assez hallucinant. Ah bah oui, les dinosaures. mais ouais, moi il y a j'ai quand envie de même jouer. des dinosaures mauves, les dinosaures uniques, ils sont donc, comme l'on l'indique, uniques. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une vingtaine ou une quinzaine de dinosaures comme ça, de formes différentes. Enfin, quel travail! Oui, c'est vrai. C'est remarquable. Il y a vraiment une édition parfaite, parce qu'une fois que le jeu est déplié, on n'arrive pas à s'imaginer que ça rentre dans une petite boîte. Franchement, voilà, c'est juste que le plateau il est fin, que ça se compose comme ceci. Donc voilà, d'un point de vue éditorial, c'est vraiment une réussite. Au niveau du gameplay, le jeu reste quand même plaisant. On a eu quand même ces temps-ci, plusieurs titres sur les dinosaures. Voilà, des dits experts, des plus prétentieux. C'est peut-être moi dans la gamme, en fait, celui qui s'en sort le mieux. Alors moi j'attends encore mon jeu de dinosaures qui saura me séduire. Je l'ai encore pas trouvé. Mais c'est vrai que si je dois le comparer à Dinosaur Island, qui est aussi de la pose, ouvrier, qui est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de choses. Il
il y en a aucun des deux qui m'a vraiment satisfait, mais finalement je me dis quand même Tiny Epic est peut-être plus accessible, peut-être un peu plus sympa. Je pense que c'est une question et d'attente. moins lourd, peut-être. C'est une question d'attente. On est sur un gros jeu expert dans le jeu que tu viens de citer, et donc du coup, on est beaucoup plus exigeant. Et là, voilà, on s'attend à un petit jeu plus léger, et en fait, il y a assez de profondeur pour être surpris. C'est ça. Et on a parlé de Dinogenix. Alors moi, j'y ai pas joué, mais on a d'autres gens de l'équipe qui ont joué et qui avaient l'air de dire, ok, Dinogenix, ça leur a pas vraiment plu. Donc finalement, si vous cherchez un jeu pour construire un parc de dinosaures, moi, c'est pas encore celui qui m'a séduit, mais entre les trois, c'est peut-être celui-là que je conseillerais le plus quand même. Ok, amis des dinosaures à petit budget, vivant dans un petit espace. On vous conseille cette boîte. Et testez et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et ben voilà. Et ben je crois qu'on a tout dit sur ces deux jeux. Tout à fait. Et ben très bien. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour nous dire que ça vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires à faire, des retours différents des nôtres sur les jeux, surtout mettez-les en commentaire. C'est toujours intéressant. On fait attention à essayer de vous répondre. C'est toujours important d'avoir des points de vue différents. Et si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à passer sur Utip. Ça permet de nous aider, de faire toutes ces vidéos et puis de vous faire ces retours. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et puis à bientôt Mathieu. À bientôt. À bientôt, ciao.